cette session, on va la décomposer en 3 parties. La première, je voulais partager avec vous un sujet qui nous tient à cœur côté Mulsoft. C'est comment on peut vous accompagner dans une vision de l'entreprise composable. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels challenges? Quels enjeux? Comment nous, Mulsoft, on accompagne nos clients dans cette vision-là? Et puis ensuite, de cette théorie, on vous proposera un retour d'expérience. J'aurai 2 guests sur scène pour partager ce que Cegid a réalisé ces dernières années dans cette stratégie de devenir une entreprise composable avec un SI qui est agile, en capacité de répondre aux enjeux d'un marché qui est en grand changement. Et on gardera aussi un temps de questions à la fin de la session sur nos 2 parties, donc n'hésitez pas à nous interroger. Je vais juste me présenter aussi à vous. Je suis Nicolas Afonso, je suis ingénieur solution au sein des équipes Mulsoft France. Ça fait maintenant, j'ai des cheveux blancs, déjà 10 ans, un peu plus de 10 ans que j'accompagne des clients tous secteurs d'activité dans différents programmes de transformation. Mais il y avait très souvent un dénominateur commun qui est la data et comment je la rends liquide à travers le système d'information et l'écosystème étendu de mon business. Et l'API joue toujours un rôle critique et majeur dans ces aspects-là. Un petit élément de contexte, parce que pourquoi on va parler un peu d'entreprise composable, et peut-être vous allez vous retrouver. En tout cas, moi, c'est notre quotidien avec mes équipes. On fait face et on accompagne nos clients qui, aujourd'hui, se trouvent dans un monde instable, qui les pousse à être hyper agiles. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire on doit composer avec, sans parler d'actualité, des changements politiques, socio-économiques. Vous voyez ce qui s'est passé dimanche, la réaction de la bourse le lundi. Une pénurie de ressources, que ce soit dans l'IT, la vraie chasse à l'expertise, ou alors de la ressource aussi écologique, avec un réchauffement climatique. Des enjeux, une pandémie qu'on n'attendait pas, et on a vu à quel point ça a pu impacter notre quotidien et notre business. Et derrière, un marché, vos concurrents, qui repoussent ou qui font pivoter les attentes de vos clients. Donc on est vraiment sur un monde instable et qui nous force tous au quotidien. Je pense que c'est le mandat que les décideurs de vos organisations ont aujourd'hui. Comment on devient plus agile à l'échelle? Alors face à ça, nous on a vu plusieurs approches. On brosse 2 rapides. La première, ça a été, face à un stress, qu'est-ce que je fais? Je vais embaucher plus, mettre plus de ressources sur la table. D'accord. Mais face à ça, finalement, j'ai pris un chiffre que j'ai trouvé intéressant parmi une interview que nous, côté Salesforce Mulsoft, on fait tous les ans auprès des décideurs informatiques. Il y a à peine un peu plus d'un tiers des organisations qui jugent qu'elles sont en capacité d'avoir les technos, les compétences pour suivre le rythme. La plupart, face à toutes ces demandes qui arrivent, qui s'empilent sur le bureau de l'IT, on n'arrive pas à croître aussi exponentiellement les ressources en face. Et ce que nous, on a l'habitude d'appeler le delivery gap de votre transformation, c'est cet écart, votre capacité à délivrer et ce qu'on vous met dans la bannette des initiatives à délivrer, elle n'arrête pas de s'accroître. Donc ce n'est pas forcément aujourd'hui une réponse seule qui est suffisante. La première, c'est dire ok, si j'ai pas plus de ressources, les ressources que j'ai, je vais essayer de les faire travailler plus ou plus vite. On va donner un peu plus de liberté. Mes entités, mes BU, elles vont pouvoir utiliser les outils qu'elles veulent. Elles vont pouvoir implémenter plus rapidement de leurs besoins, créer des services. Mais ce qu'on remarque, c'est que finalement, dans l'organisation, à l'échelle de l'organisation, ça devient plus complexe. Parce qu'aujourd'hui, on descendra pas plus bas. J'ai un besoin, j'ai peut-être N référentiels pour chacune de ces équipes pour regarder ce qui a été produit. C'est compliqué à trouver, à savoir quoi utiliser. J'ai une vraie perte, c'est une vraie complexité en termes de maintenance, en termes d'opération, d'ops, maintenance en conditions opérationnelles. Je ne parle pas encore du RSSI qui se tire les cheveux pour arriver à garder une cohérence, un cadre réglementaire de la sécurité. Et finalement, au bout du bout, c'est pas non plus une réponse satisfaisante parce qu'on devient à l'échelle, encore une fois, de l'organisation, à aller plus vite, parfois finalement moins agile. Parce que souvent, on remarque qu'on est en train de refaire et on perd du temps. Et c'est là que cette notion d'entreprise composable, elle rentre en jeu.
On part d'un contexte, effectivement, vous allez peut-être vous retrouver, on avait historiquement des grandes applications, des grands monolithes, et on s'est dit, bon, une partie de la réponse, pour aller plus vite, on va passer dans une vision d'architecture un peu cloud native. Alors, ce que j'entends par cloud native, c'est l'ensemble de mon usine logicielle, donc ça passe par cloudifier une partie de mes infrastructures, à partir dans des approches microservices, conteneurisées, du serverless, c'est ça que je mets dans la bucket cloud native. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on a pu voir, c'est on a donné un mandat, une liberté, une partie des équipes qui chacune ont pu utiliser, notamment dans les hyperscalers, la suite d'outils qui était propre à chacune des équipes. Et on voit la complexité, si pour un besoin, c'est simple, j'ai tous les outils dans Azure, dans AWS, dans GCP ou notre forge logicielle, mais ça devient plus compliqué à contrôler de manière large quand j'ai N équipes qui utilisent N cycles de vie avec N outils différents. Et on est sur ce qu'il y a juste avant, la problématique du vitesse versus contrôle. On se place encore une fois à l'échelle de l'organisation. Alors on se pose la question, oui, cette transformation aussi, est-ce qu'on va y arriver quand même à le fameux aussi Saint Graal d'éclater tous nos monolithes? Moi j'ai quelques convictions là-dessus, accompagnant des clients en secteur banque et de l'assurance. Je vois que depuis 2020, le mainframe s'accroît entre 4 et 8% tous les ans. Donc je ne crois pas qu'on risque de s'en débarrasser du jour au lendemain. Je ne crois pas non plus qu'on va tous atteindre le nirvana du microservice partout. On a tout refait, on a fait du microservice partout, ou de l'événementiel. Oui, parce que l'événementiel est arrivé aussi comme mandat après le microservice. Donc en fait, on passe de phase en phase, où je pense qu'il y aura demain encore quelque chose en state of the art d'architecture qui aura remplacé, après les microservices, les événements, autre chose. Et à l'organisation, je pense qu'on a aujourd'hui autre chose à faire que passer de tout revamper pour chaque vague de réorganisation. Donc finalement, l'entreprise composable, c'est de trouver la bonne balance, le bon curseur entre la vitesse d'exécution et le contrôle. Et j'ai repris, je trouve, une définition qui était assez intéressante, qui est celle qu'avait donnée le Gartner. Alors vous m'excuserez l'anglicisme, mais je la trouvais très parlante. C'est vraiment cette capacité à délivrer, à être agile et à délivrer avec une vision, j'ai bien aimé le terme, package business capabilities. Et c'est ça qu'on va voir ensemble. Comment on va packager ces business capabilities pour atteindre à la fois cette agilité et cette vitesse. Faut se poser la question, c'est quoi notre building block unitaire? Il faut qu'on ait un objectif clairement articulé. Pourquoi? C'est quoi les résultats technologiques et métiers qu'on attend? Il faut qu'ils soient interopérables. Je dois pouvoir facilement interagir avec d'autres fonctions, avec d'autres services dans l'entreprise. Il doit être facilement découvrable. N'importe qui dans l'organisation doit savoir qu'il existe, facilement se l'approprier. Accessible. Ça ne soit pas aujourd'hui un nightmare de pouvoir consommer, interagir avec ce service, d'aller faire une demande d'ouverture de flux ou d'un VPN. Et qu'il soit aussi, encore une fois, administré, géré à l'échelle de l'organisation. Et donc c'est vraiment ces enjeux-là de finalement comment j'interconnecte, comment je contrôle, comment j'orchestre ou je compose et comment je collabore qu'on va essayer d'adresser avec MuleSoft. Et ce qu'on va voir par la suite. Donc, alors, qui connaissait ou qui connaît MuleSoft? Ok. Je pose la même question d'année en année, je vois plus de mains qui se lèvent. Karine, on a bien fait notre boulot. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, pour adresser ça, on est présent à la fois, et c'est notre force et aussi ce qui fait notre positionnement assez singulier, pour vous amener dans cette composabilité, d'amener à la fois des capacités d'intégration, de gestion universelle de toutes vos API dans l'organisation et l'écosystème étendu, d'automatiser vos process et de créer ces écosystèmes pour interconnecter vos briques internes, externes, pour vous aider à gérer, créer à l'échelle vos briques unitaires composables. Tout ça afin d'améliorer ce qu'on a vu juste avant, finalement, la connectivité, le contrôle, la composition, la collaboration, qui sont la définition du coup que nous donne le Gartner de l'entreprise composable. Donc pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, je vais passer rapidement. Nous, on existe depuis 2006, MuleSoft,
quelques dates intéressantes, c'est qu'on on vient du monde de l'open source. On a été le premier iPass en 2012. En 2013, le premier à avoir dans cette vision iPass à la fois de l'intégration et de l'API management dans une vision fédérée et pas multi-outils. Et puis ensuite, on a continué à suivre le marché autour des sujets d'automatisation, de donner la main aux utilisateurs non techniques, donc de passer d'une approche très pro-code à une vision aujourd'hui dans nos outils en langage naturel à travers un prompt. Je peux exprimer mon besoin de créer cette petite brique unitaire qui est par exemple donne-moi les informations clientes issues ou de factures de mon ERP et d'aller créer cette petite brique automatiquement au-dessus dans mon contexte d'entreprise. Et voilà, quelques métriques qui sont intéressantes aujourd'hui. On a un peu plus de 7 milliards de transactions dans la plateforme. Donc on fait ça historiquement depuis longtemps. Ça, c'est une manière aussi de dire à tout faire, est-ce que vous faites les choses bien? On est reconnu aujourd'hui sur ce marché-là. Et j'ai trouvé intéressant aussi nos amis qui nous accueillent aujourd'hui, France API du collectif API Thinking, sur le marché français, qui benchmark les solutions. Voilà, dans leur dernière version, on voit aussi l'appréciation qu'a le marché, le marché français et les analystes, notre proposition de valeur. Je vais être un peu plus concret et je vais passer rapidement sur comment on va adresser ces sujets de connectivité, de composition, de collaboration et de contrôle dans la plateforme. La première vision, c'est comment on va accompagner à les créer from scratch, ces petites briques unitaires qui sont vraiment designées from scratch pour être faciles à être consommées, qui répondent à vos enjeux en termes de cadre normatif, de sécurité, de gouvernance et qui soient facilement découvrables. Et ça, on le fait, si je soulève le capot maintenant, à travers une logique. Quand je dis la connectivité, c'est vous fournir des accélérateurs, des connecteurs. Je n'ai pas besoin d'être un expert SAP. J'utilise le connecteur qui va facilement m'extraire sans maîtriser les BAPI, les RFC, les autres subtilités exotiques de ce type d'outils-là. C'est amener les connecteurs, c'est aussi amener de la notion de temps réel. Donc quand je vais utiliser un connecteur sur un système, ça peut être, je ne sais pas, une base de données, avoir cette notion aussi de triggerer un événement. Il y a un changement dans ce référentiel de données, être en capacité de le détecter et de le propager. Ensuite, comme dans tout middleware, on va devoir manipuler ces données-là, les transformer, les agréger, quand je vais faire de l'orchestration. Et là, je séparais ce qui est de logique fonctionnelle et métier, pour que ces règles-là de gestion ne soient pas disséminées partout et ingérables. Mais on va fournir là, ici, des outils pour facilement les manipuler dans une vision aussi graphique, ces données-là, pour pouvoir pivoter sur des formats canoniques, etc. Et encore une fois, parce qu'on ne sépare pas cette logique de médiation, de transformation, de la gouvernance et de la sécurité de nos services. Donc typiquement, dans cette petite building block, j'ai ma micro-gateway intégrée qui va se reposer, et c'est aussi une spécificité sur un contrat d'interface. Je ne vais pas avoir d'un côté, dans un référentiel, je ne sais pas, un SharePoint ou un portail API, même si on le verra après, une documentation et une implémentation où des fois je peux avoir un delta si je ne l'ai pas mis à jour. Si la documentation fait partie intégrante de l'asset, du même titre que sa gouvernance, c'est des règles qu'elle doit enforcer. Ça, c'est pour le building block que je vais créer. Et ensuite, je vais aller le composer dans cette vision d'architecture qu'on propose à ce que j'appelle la composabilité. C'est vraiment cette vision d'architecture-là qui est à la fois agnostique des protocoles, synchrone, asynchrone dans les échanges de données, événementiels, mais qui va aussi faire un découpage un peu en 3 tiers des concerns entre une couche qui est très proche des systèmes, qui va me permettre de les ouvrir, qui va me permettre de normaliser l'accès à la donnée, l'exposition dans le système d'information, et aussi de gérer la pénurie, parce que j'ai peut-être aussi certains de ces systèmes-là qui ont des limites transactionnelles, et je vais pouvoir les enforcer encore une fois en appliquant la gouvernance à même l'exposition. Une couche intermédiaire qui va être plutôt d'agrégation, c'est là où je vais avoir mes briques de Lego sur étagère, je vais pouvoir recomposer mes business process, mes données, par exemple une vision 360 d'un client. Et ensuite, la couche, la troisième, celle d'expérience, c'est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui back-end for front-end. C'est comment j'adapte par rapport à mes couches d'engagement. Pour éviter ce que j'ai parfois un petit peu vu, je fais un peu une API un peu monolithique et en fonction du user agent ou de l'utilisateur, j'ai toute une logique pour aller soit filtrer, soit restreindre, soit changer les formats. Là, chaque front-end, il a son API, il a exactement la donnée dans le bon niveau de granularité avec les contraintes de gouvernance et de sécurité qui sont propres à cette couche d'engagement. Là, c'est ce que j'ai pu construire. J'ai mis des logos bleus mules, mais il y a aussi comment on s'intègre avec votre existant. Vous avez déjà fait un effort d'urbanisation
Donc comment je vais pouvoir aussi automatiquement découvrir, ingérer cet existant et de pouvoir le rendre disponible pour être composé dans cette vision-là. Et pour ça, on va avoir donc un référentiel, un méta-catalogue unifié dans MuleSoft qui s'appelle Exchange, qui va permettre d'aller unifier toutes ces visions d'assets qu'on va construire avec Mule, ce qui était déjà existant en microservices, en web service, voire même j'ai ici tous mes événements, où est-ce que je peux publier, où est-ce que je peux m'abonner pour recevoir des notifications, voire même les modèles de données. Il n'y a pas de raison qu'un client il soit défini différemment en fonction de la manière dont il va être interopéré entre mes briques. Ce qui le définit, ses attributs, on va le définir à un endroit et ensuite j'aurai des déclinaisons sur des API, sur des événements, mais il sera défini d'un point de vue entreprise à un endroit unifié. Ce qui va nous permettre derrière de pouvoir aussi créer dans un aspect collaboratif, à travers cette fois-ci des portails qui iront un peu plus loin que juste présenter des swaggers, c'est aussi comprendre, personnaliser l'expérience en fonction de mon auditoire, interne, externe, ce que je vais proposer comme service, comment je me les approprie, quelle est la valeur de les combiner ensemble. Donc ça, c'est avec des portails qu'on va proposer sur étagère avec API Experience Hub. Enfin, je finirai sur la partie du contrôle, de la maîtrise, de la gouvernance, avec deux aspects. C'est d'avoir une vision bout en bout, transverse, encore une fois sans forcément être intrusif, sur tous vos flux d'informations. Une vision graphique, ce que je vous montrais tout à l'heure sur la slide, dans l'outil, on vous permet de voir en temps réel toutes ces interdépendances entre microservices, parce que si je vais multiplier les orchestrations, c'est aussi la complexité de suivre toutes les dépendances, amont, aval, et de pouvoir facilement, en cas de problématique de perte de performance ou de panne, mettre le doigt sur le composant qui a posé problème. Et un autre aspect sur lequel je voulais finir aussi, c'est l'aspect de la gouvernance autour de ces building blocks. C'est votre cadre normatif aujourd'hui d'entreprise sur ce qu'est une API, par exemple. Ça doit respecter un certain nombre de standards, une qualité. Typiquement, je ne sais pas, à chaque fois que je vais définir un service ou un objet, je dois avoir des exemples, il doit être documenté, il doit être tagué, je ne sais pas, d'un point de vue de la compliance ou de la criticité de la donnée. Tout ça, c'est des règles qu'on va pouvoir aller définir dans l'outil et d'un point de vue 360, avoir un cockpit de supervision pour savoir si je respecte ou pas sur l'ensemble de mes flux, Mule ou non Mule, ces contraintes-là. Donc ça peut aller tant sur ce que vous avez mis dans vos contrats d'interface si je fais le suivi complet du cycle de vie, que même ce que vous avez implémenté dans vos gateways. C'est bien de dire que je vais sécuriser une API avec un jeton, je vais le mettre dans le contrat d'interface, très bien, mais si derrière la gateway elle n'enforce pas, je ne suis pas allé bout en bout. Donc c'est ce type d'outillage-là qui va me permettre d'aller faire cette gouvernance bout en bout de mes flux, en passant aussi par la qualité de la documentation. Avant d'accueillir mes deux guests pour le retour d'expérience, les 3 étapes à titre de conclusion pour vous accompagner à devenir une entreprise composable. Premier aspect, regrouper numériquement vos principales capacités métiers dans des briques facilement réutilisables, recomposables. Deuxième aspect, c'est vraiment celui de la collaboration dans un environnement qui doit rester contrôlé, permettre d'interconnecter facilement ces briques pour créer de nouvelles expériences, mais encore une fois dans un contexte contrôlé de bout en bout. Et aussi un troisième aspect, alors je suis pris par le temps, mais qui est quand même fondamental, c'est aussi celui de l'organisation, forcément. Ajuster le modèle opérationnel à cette approche-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir d'abord la démarche d'aller réutiliser plutôt que de reconstruire. Et c'est là-dessus qu'on souhaite et on accompagne nos clients en fournissant d'une part une plateforme et des outils pour créer ces briques de Lego, facilement les recomposer, qui sont interconnectés à travers des API, donner les outils aussi à tous les acteurs dans l'organisation qui soient développeurs, les aider à intégrer, aux opérateurs pour permettre de contrôler, de gérer à l'échelle, aux utilisateurs aussi plus métiers, aussi de pouvoir à leur niveau recomposer, créer leurs expériences et aux partenaires de collaborer et aussi en accompagnant la transformation de l'organisation. On n'est pas qu'un éditeur de logiciels, on a aussi un vrai accompagnement fort sur l'accompagnement au changement et sur des aspects de gouvernance et d'opérationnel. Je vous poserai cette question en conclusion. Voilà. Nous, on a cette conviction que les organisations du futur sont composables. Est-ce que vous en ferez partie? On l'espère. Maintenant, je vais, pour la prochaine section, vous proposer d'entendre un retour d'expérience. Et je vais accueillir Élie et Thibaut.
Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Super présentation, très claire, comme d'habitude. Maintenant que vous avez eu une présentation, une overview de Mulsoft, l'idée, c'est de rentrer un peu plus dans le concret et de faire du coup le lien avec une expérience très concrète chez un de nos clients. Et c'est pour ça que j'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir Elie, qui est architecte d'entreprise chez Cegid. Je vais en profiter aussi pour me présenter. Moi, je suis Thibaut Tenaille, donc je suis responsable de compte, c'est-à-dire que je suis commercial et mon patch de clients va concerner la tech, high-tech, telco et médias. Et ça fait bientôt 2 ans que je suis chez Mulsoft et notamment bientôt 2 ans que je travaille avec Elie. Elie, je te propose de conduire cette interview en 2 parties. La première, on va plus se focus sur Cegid, vos activités, vos stratégies, vos ambitions futures. Et la deuxième partie, faire le lien avec Mulsoft pour bien comprendre l'impact et les bénéfices. Donc, première question, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les activités de Cegid, ce que vous faites, quelles sont vos activités, et par la même occasion, te présenter toi et dire ce que tu fais chez Cegid. Merci. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Elie Andria, architecte d'entreprise. J'ai rangé mes notes parce qu'en fait, la zapette, le micro et les notes, c'est compliqué. Cegid. Donc Cegid, c'est un éditeur logiciel dans les solutions de cloud, de gestion de cloud. On a plus de 500 000 clients à travers 130 pays. Et avec les 4400 collaborateurs de Cegid, je pense qu'il y a eu une vraie place de leader en Europe de Cegid. Aujourd'hui, Cegid, c'est aussi 850 millions de chiffre d'affaires, donc un modèle économique qui est assez stable et solide et pérenne, et dont 72% qui sont générés par le SaaS. Sur Cegid, on peut aussi rappeler que Cegid a une expertise sur 5 marchés principaux qu'on maîtrise bien. C'est la partie retail, les experts comptables, la finance, les petites entreprises et la paie et les ressources humaines. Donc on s'est spécialisé vraiment dans ces 5 marchés pour pouvoir amener à nos clients une expertise et des solutions sur mesure pour répondre à leurs enjeux dans leur secteur. Et me concernant, donc moi j'ai rejoint Cegid il y a 2 ans, comme tu l'as rappelé, en tant qu'architecte d'entreprise, et mon rôle en fait est principalement sur l'alignement stratégique du système d'information par rapport à la stratégie d'entreprise. Et ça signifie accompagner en fait le DSI dans la structuration de l'architecture cible du SI, et également être présent sur les projets pour assurer une cohérence globale de ce qu'on livre au quotidien chez Cegid. Ok, très clair. Maintenant qu'on a un peu plus de détails sur vos activités, est-ce que je peux te demander quels sont aujourd'hui vos enjeux chez Cegid et vos axes de développement? Alors Cegid, il y a on va dire 3 axes principaux de développement. Cegid a le désir d'être leader européen sur les solutions de gestion cloud. Pour cela, on vise d'atteindre un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'ici 2026. Et ça va passer par des acquisitions pour réussir à renforcer aussi notre offre pour pouvoir servir au mieux nos clients. Le deuxième pilier stratégique de Cegid, c'est une customer experience exceptionnelle. On vise à avoir une expérience client qui va être mémorable, distinctive et supérieure. Et on investit assez massivement pour que nos parcours clients soient les plus pertinents et les plus distinctifs à chaque étape. Et le troisième pilier, c'est un peu comme j'imagine vous tous dans la salle, l'intelligence artificielle est présente partout. Donc c'est quelque chose que notre PDG a mis dans la stratégie en octobre 2023, de rappeler qu'on veut être pionnier dans l'intégration de l'IA dans les logiciels de gestion. Et donc ça va aussi passer par un investissement fort dans les produits, c'est-à-dire réussir à permettre à nos clients de bénéficier de l'IA dans leur outil de gestion, mais aussi en interne, de réussir à travailler avec l'IA dans notre quotidien. Et j'imagine que vous l'avez aussi un peu partout. Ok, merci pour ces éléments. Effectivement, dans ce contexte, avec les 3 piliers que tu nous as décrits, comment tu peux nous décrire vos priorités IT parmi ces 3 piliers? Très bonne question. Donc les enjeux, sur les enjeux métiers, en fait, la DSI doit être au rendez-vous pour pouvoir accompagner cette croissance. Donc sur la partie acquisition, je dirais qu'il faut qu'on permette à Cegid d'intégrer rapidement et de manière granulaire, vous captez le mot granulaire avec le composable, on va y arriver,
granulaire nos intégrations. Sur la partie Customer Experience, on va devoir aussi apporter une vision claire du client. Parce que quand on parle de Customer Experience, il y a le côté client dedans. Donc, la question que les métiers nous posent, c'est souvent, OK, qui est mon client? Qui j'ai en face de moi? Comment est-ce que je peux avoir une relation personnelle avec lui, personnalisée, si je ne connais pas, si je ne sais pas les tickets qu'il a eu avant, si je ne connais pas les réclamations qu'il a faites ou peut-être l'historique et l'usage qu'il a de nos solutions. Et le troisième pilier sur l'IA, la DSI doit aussi être un facilitateur dans l'adoption de l'IA au quotidien, donc par la formation, par l'évangélisation sur l'IA, passe aussi par la mise à disposition des données de notre SI à toutes les solutions d'IA qui, j'imagine, sont partout aujourd'hui, donc réussir à vraiment amener cette donnée proche des chats GPT ou toutes les API, je ne sais pas s'il faut citer des entreprises, mais toutes ces API qui arrivent en fait, qui vont mettre à disposition cette donnée pour eux, quoi. Alors, je rebondis sur ce dernier point, puisque tu me vois venir, mais comment tu mets à disposition ces données pour les projets que tu évoques? Bon, on est à France API, donc on va dire par API, principalement en tout cas, et par tout type de transformation de données, d'ingestion de données. D'accord. Et quand on parle de ces API, justement, quel va être le rôle, et quel est le rôle actuellement de ces API chez Cegid? Cegid a fait le choix dans le plan schéma directeur de Cegid il y a à peu près maintenant 6 ans, 2018 à 2021. Le choix de la DSI a été de dire on fait deux choix forts. Les données de référence, on les met dans les systèmes opérationnels. On n'a pas pris de Master Data Management, de MDM à tort ou à raison. En tout cas, c'est le choix qu'on a fait de se dire le système qui porte le process va porter la data de référence. Et donc quand on dit ça et qu'on veut faire circuler la donnée dans tout le système d'information, il faut mettre en place des API, donc c'est le deuxième choix fort, c'était API first, donc mettre en place vraiment les API à chaque système opérationnel. Ok, très clair. Donc on a parlé de votre contexte chez Cegid, j'étais sûr. Tu vas y arriver. Pas facile. On a parlé d'API, on a parlé de vos priorités IT du coup, avec le train de l'IA, les acquisitions, l'expérience client. Maintenant j'ai envie de faire le lien. Tu me vois encore venir avec Mulsoft et du coup ma question est la suivante. Comment s'intègrent ces priorités IT que tu nous as décrites dans l'expérience Mulsoft que vous utilisez actuellement et quels ont été les bénéfices que tu peux détailler aujourd'hui qui pourraient intéresser les gens qui viennent d'arriver d'ailleurs? Ouais, très bonne question. Encore une fois Thibaut. Sur la partie Mulsoft, je dirais que sur la partie IA, c'est assez clair. On a pas mal de solutions qui arrivent sur le marché. Il y en a, enfin, je ne sais pas pour vous, mais nous, au quotidien, on a des métiers qui arrivent avec... ils ont été à un salon et ils ont vu une super solution d'IA, ils veulent la tester, l'intégrer. Et donc, nous, on a besoin de Mulsoft à ce niveau-là pour qu'on puisse mettre à disposition les données de référence et données opérationnelles assez rapidement. Et la couche sécurité aussi super importante. Alors nous, côté Cegid, il faut qu'on travaille encore pour mettre à disposition vraiment ces API en externe. Mais il y a toute cette partie IA où on a Mulsoft qui est intégré. Et après, pour refaire le lien avec ce que disait Nicolas tout à l'heure, sur la composabilité, c'est aussi un point très important. Pour le contexte, en fait, Cegid, depuis 2 ans, en fait, a étendu sa croissance au-delà de la France, beaucoup plus fortement au-delà de la France, pour être ce leader européen de demain. Et donc, on a intégré des sociétés en Espagne, en Portugal et en Amérique latine. Et en fait, quand on a intégré ces sociétés, on avait notre principe de dire on intègre et on met le SI monolithe, j'aime pas trop, c'est un peu péjoratif, mais monolithe pour dire voilà, vous prenez notre SI. Mais en fait, on s'est rendu compte que sur ces pays-là, il y avait une contrainte réglementaire, fiscale qui était très spécifique et que nos systèmes comptables français ne répondaient pas à ces exigences. Donc on s'est confronté à la problématique de se dire en fait comment finalement on va intégrer, est-ce que la brique comptable on va l'intégrer? Et pour donner quelque chose de plus concret, quand vous allez tous partir d'ici avec nos éditeurs, il y a sûrement faire un appel d'offres, sûrement faire du sourcing, embarquer vos acheteurs dans la discussion. Et pour reprendre encore les termes, on a la capabilities métier, achat. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait la partie sourcing, la partie gestion de fournisseurs et paye qui ont été globales. C'est-à-dire que Cegid, on a une solution pour tout le groupe. Par contre, la partie compta qui est connectée très fortement pour payer les fournisseurs, pour gérer la comptabilité du groupe, aujourd'hui, elle est localisée.
Et donc, comme on avait interfacé déjà au préalable notre référentiel de fournisseur avec MuleSoft, quand on a fait le choix de se dire le RP local, on va le modulariser, donc le laisser en composable en local, on a pu interfacer facilement le système d'achat et le système de gestion de tiers avec le RP local. C'est un exemple concret de comment MuleSoft nous a aidé à aller très vite sur cette intégration, sur ce périmètre d'achat. Et ça a été vraiment une force. Et je pense 2 bénéfices pour te répondre. C'était aussi de dire la partie facilité d'intégration. Nous, on a un système qui est... il y a un système legacy encore qu'il faut interfacer. On a aussi des logiciels SaaS, forcément, mais aussi du legacy. Et MuleSoft a su répondre fortement aux 2 cas d'usage. Et le dernier bénéfice, c'est le reuse en fait, d'applications, dans l'exemple que je viens de donner. La facilité de reprendre vraiment ces API-là pour les donner à un autre cas d'usage. J'ai bien aimé ce que tu as dit sur le synchrone, asynchrone, en fichier, en API. On sait aussi faire, MuleSoft sait faire vraiment les deux. Pas que de l'API management, mais aussi du back, du batch et compagnie, quoi. Ok, merci. Content que ça se passe si bien jusqu'à présent, n'est-ce pas? Oui. Du coup, là, je t'ai demandé les bénéfices. Ça a été très clair et c'est plutôt limpide de notre côté. Dernière question. Comment envisages-tu l'avenir avec MuleSoft notamment? Cegid va très vite. Donc, quand on a fait le choix de MuleSoft, on a fait le choix aussi d'un partenaire qui avait les reins solides pour porter en fait cette cadence de projet assez forte que Cegid avait. Je vois 2 développeurs qui ont bossé avec nous sur le projet Cegid il y a quelques années qui sont là, qui pourront confirmer. Donc, on a cette ambition d'aller très vite, de délivrer de la valeur pour le business. Ça, c'est la page de MuleSoft. Après, je dirais qu'on a, sur la partie Customer Experience et intelligence artificielle, on va manipuler énormément de data, de plus en plus. On va la faire circuler plus largement dans l'entreprise. Donc, on attend que MuleSoft soit aussi là pour nous accompagner dans le fait de poser des architectures résilientes et solides à l'avenir. Super, bah écoute, en tout cas, nous, on est ravis de vous compter parmi nos partenaires privilégiés. Merci beaucoup de t'être rendu disponible aujourd'hui et de nous avoir partagé tous ces éléments très clairs. Je m'adresse maintenant à vous pour savoir si vous aviez des questions, puisqu'il nous reste quelques minutes, 7 minutes pour être plus exact. Donc je vous laisse la parole si jamais vous avez des questions. On est 3 pour vous répondre. C'était trop clair. Oui, vous parliez de modules au début, dans la première partie de la présentation. Des modules sont des spécifications d'API, ce sont des implémentations d'API. C'est quoi ces modules? Quand j'utilisais le terme de building block, de briques recomposables, c'est vraiment mon service, dans son entièreté, que j'appelle à travers une interface, qui est interconnectée dans un réseau plus large. Donc, avec la plateforme, l'idée, c'est soit de récupérer un existant, peu importe le niveau de maturité que vous avez. J'ai plein de clients, ils ont fait plein de services, plus ou moins restent. On amène soit la surcouche, je peux ramener par exemple la partie formalisation des contrats d'interface qui n'existaient pas jusque-là pour documenter, pour rendre les choses découvrables. Ou ça peut être créer complètement le microservice. Enfin, l'idée, c'est d'avoir vraiment la complémentarité sur un existant. Donc ça peut être une implémentation complète. L'idée, c'est d'avoir à la fin l'implémentation complète avec l'interface référencée dans un catalogue unifié et avec tous les outils de gestion du cycle de vie, la supervision, monitoring, etc. C'est ce qu'on vise sans être intrusif. Sans vous dire, il faut mettre cette techno partout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, il y a Nicolas, c'est une superstar chez MuleSoft, il peut répondre à tout. Bon. Vous avez été clair. Merci, messieurs. Merci à tous. Je fais juste un petit, du coup, parce que peut-être des questions vont venir, peut-être posées. 2 call to action. Si vous venez au stand, là on vous a mis notre emplacement juste à côté d'API Thinking, le collectif. Vous verrez notre prochain grand événement dédié à l'IA. On l'a un petit peu brossé, merci Ellie. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui à l'ère de l'IA, l'API, les enjeux,
les problématiques. On va à un événement dédié le 25 juin prochain, auquel vous êtes tous conviés. Et sur le stand, vous pourrez directement vous inscrire et on sera à disposition avec toute l'équipe pour répondre à vos questions. Il y aura aussi des goodies si on aime ça dans les salons. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup.